Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo quotidienne du 6 avril 2024. J'espère que vous partez bien. Aujourd'hui, on va faire un tour sur la news du jour et voir quelques graphiques intéressants. Et on va aller regarder si ce serait pas le moment, comme c'est le nom de la vidéo, le moment de Ethereum et de manière plus générale de tous les altcoins, un peu les grosses caps qui sont quand même pas mal en retard. Et voilà, est-ce qu'on pourrait pas profiter un peu de cette période de latéralisation du BTC avec un gros range pour commencer à pump, continuer un pump, on va dire, sur les altcoins. On va voir les graphiques qui sont pour et les graphiques qui sont contre. Et on va essayer d'aller s'intéresser à tout ça. Pour commencer, comme d'habitude, on commence avec la map des cryptos. On voit qu'on est majoritairement dans le vert, même s'il n'y a pas de très grosses bulles. Donc, c'est ça qui est bien avec ce site, CryptoBubble, je vous le conseille. Hein. En un coup d'œil, ça vous permet de voir assez rapidement. Bah, ça veut dire que les performances sont assez moyennes. Il n'y a pas de très gros pourcentage, mis à part quelques dossiers, comme d'habitude, mais Pendle, Injective qui remonte bien, par exemple, ou les GLD, qui est pas loin. Il était pas loin du top 100. Je sais que la communauté était assez peureuse du fait qu'il pouvait potentiellement sortir du top 100. Malheureusement, je pense que ça va être le cas. J'en avais des GLD, je les ai vendus il y a plusieurs mois maintenant. Et malheureusement, si je vais faire une prédiction, je prédis que UGLD sortira du top 100. Au niveau des volumes, on est à 30 milliards sur BTC et à 13 milliards sur Ethereum. C'est vraiment plutôt faible, c'est assez normal hein, puisqu'on est samedi, on est donc le week-end, comme d'habitude les volumes sont plutôt bas. Au niveau des prix, on est à 68 000 juste au-dessus des 68 000 sur BTC et au niveau des 3300 sur Ethereum. Et sinon, rien de bien particulier, mis à part BNB qui est repassé devant Solana. On commence directement sur Twitter avec un tweet à propos de Alephium. On voit en fait tout simplement le nombre d'adresses sur le réseau. Donc on est passé de 110 000 à 140 000 adresses en un tout petit peu plus de un mois. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a simplement l'adoption est en marche et qu'il y a plus de monde, plus de développeurs, plus d'utilisateurs, plus d'investisseurs aussi, comme vous et moi, j'imagine, qui allons sur le réseau et forcément c'est extrêmement bon signe pour une Layer 1. Pas mal de choses se passent en ce moment sur Alephium, je le vois passer sur pas mal de réseaux, YouTube ou Twitter, etc. Donc moi, c'est une assez grosse ligne que j'ai, ça doit être ma quatrième plus grosse ligne, j'ai une très forte conviction, et ce serait intéressant de faire comme je viens de faire avec Cubic, de faire une sorte de vidéo update pour voir toutes les news qui est sur Alephium. Je vous ai mis le graphique à la toute fin, donc on ira voir rapidement dessus, mais une vidéo uniquement pour les updates, parce que j'ai déjà traité le fondamental, c'est intéressant. J'ai pensé à ça, pourquoi? Parce que j'en parlais avec un ami, du coup que j'ai dans la vraie vie, qui est aussi investi sur Alephium, en partie, puisque moi c'est un projet que j'aime bien, donc j'ose imaginer qu'il a un peu moins de geek que moi, mais qu'il en a acheté, et c'est absolument normal, hein, c'est le caractère humain, mais il était un peu comme moi en vrai, mais un peu entre guillemets saoulé du price action qui était vraiment inintéressant sur Alephium. Et ça ne rate pas, c'est vraiment à chaque fois que tu as envie de vendre, à chaque fois que tu t'ennuies sur un projet, etc. etc. Enfin, en tout cas, très souvent, c'est pas le bon moment de le faire en tout cas. Voilà, il faut acheter les bougies rouges, il faut vendre les bougies vertes. Donc évidemment, il n'a pas vendu, heureusement, parce que c'est un peu il y a pas très longtemps. Mais voilà, je pense que pas mal de personnes sont rentrées sur le projet sans énorme conviction. Moi, j'estime que j'ai une assez grosse conviction sur le projet, que ça peut latéraliser pendant 4 mois et que je ne vais pas vendre. Du coup, c'est pas mal, je pense, de faire une vidéo update pour voilà, peut-être aider les gens à se remémorer c'est quoi le projet, à se remémorer pourquoi on peut être bullish dessus, etc. etc. Je pense que ça me semble pas débile. Ensuite, deuxième news, c'est Mog Machine. Donc Mog Machine, qui est-ce pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la team fondatrice de Bitensor, mais c'est un mec de la communauté qui est là depuis très longtemps sur Tao et qui a apporté beaucoup de choses à la communauté. Donc maintenant, c'est son job. C'est lui qui a le validateur TaoStats, c'est lui qui a fondé TaoStats, qui est l'explorer pour Bitensor, et il apporte beaucoup de choses à la communauté, dont par exemple lundi dernier, il avait fait un space sur Twitter pour répondre à tout le FUD qu'il y avait eu la semaine dernière sur le projet. Et pour ceux qui ne connaissent pas très bien le projet, c'est un bon space, parce que c'est un space qui s'adresse aux débutants, mais qui est quand même plutôt technique. Donc vous allez comprendre pas mal de particularités techniques de Bitensor, très intéressant. Et là, il nous tweet que l'image que vous voyez juste ici du chat, ce n'est pas un wrapper, comment on peut dire ça, un wrapper, c'est comme les WETH, ce n'est pas, en gros, ce n'est pas juste une clé API centralisée d'un autre service. Okay. Typiquement, lui, il a fait ce qu'on appelle, il a sorti un site qui utilise un subnet sur Bitensor qui s'appelle Corcel, qui est le subnet numéro 18, et c'est une IA de génération de texte, mais en réalité, ce n'est entre guillemets que des clés API d'autres
service. Donc il y a la clé de ChatGPT, il faut être une entreprise pour l'avoir, donc il y a très peu de monde qui peut l'avoir, et en utilisant Corcel, tu peux avoir cette clé gratuitement. Donc tu as celle de ChatGPT et de plein d'autres services d'IA. Généralement la meilleure c'est ChatGPT, donc en gros quand on va demander une requête à Corcel, elle va la transmettre à ChatGPT, de manière générale. Donc ça c'est qu'il y a beaucoup de monde de critiques dessus, mais ça jamais été, l'objectif n'a jamais été différent de celui-là, ça a toujours été celui-là l'objectif, et en vérité ce que ça nous apporte un accès gratuit à un truc qui est entre guillemets industriel et qui est réservé aux grandes entreprises. Donc c'est bénéfique. Et celui-là, apparemment, l'image qui est ici, elle a été générée grâce au Subnet 19 et pas grâce à une clé API qui allait demander l'image à Midjourney ou à je sais pas quel autre service pour vouloir sortir sur Carousel. Donc là, c'est vraiment un autre step et c'est là où ça devient extrêmement intéressant parce que je pense qu'on va tendre vers ce genre de qualité sur le réseau Bitensor où ça ne sera plus de clé API puisque le réseau le plus performant d'IA qui existera sur le marché, ce sera celui de Bitensor. Voilà. Donc c'est là où évidemment tout le monde va en venir, après step by step, Rome ne s'est pas fait en un jour, mais en tous les cas, là c'est la première fois qu'on a une aussi bonne qualité d'image entre guillemets, en ne trichant pas. Ensuite, on a un graphique qui vient de Glassnode qui nous montre que la dernière fois que les holders long terme ont vendu autant, c'était lorsqu'on est pas loin du top de marché et lorsque l'euphorie était à son top et juste avant 2 ans de bear market. Donc ça c'est une news plutôt bearish, mais c'est pour ça aussi, c'est d'où l'importance de ne jamais prendre un seul indicateur. Si le mec, quelqu'un qui va regarder uniquement cet indicateur là, il va évidemment se dire que là on est au top et on va rentrer dans un bear market, alors que la majorité des autres indicateurs ne disent pas ça, majoritairement celui-là. C'est quelque chose qui nous sert à prendre un peu de hauteur. Le halving il arrive dans 12 jours, c'est très bientôt, il va rien se passer du jour au lendemain et est-ce qu'on peut pas se dire comme à chaque fois, comme tous les events dans les cryptos, absolument tous sans exception, ça va faire un buy the rumor, sell the news. Peut-être que il y a eu une grosse demande avec les ETF, mais peut-être que le marché a aussi un peu pricé, il devient de plus en plus efficient, pourquoi pas, et peut-être que le marché a de plus en plus pricé le halving et que ça va se passer du jour au lendemain et que toutes les mains faibles vont se rendre compte qu'en fait il se passe rien sur le court terme et ils vont commencer à vendre leur BTC et ça peut être une des raisons. Et c'est ce qui s'est passé, à chaque fois, d'un léger dump, on va dire, avant le halving, ou d'une période où on fait que range pendant le halving. Okay. Ensuite, on a Elconist qui nous partage l'info que le future, donc Jérôme Powell, dit, says, don't expect, qui dit de ne pas attendre des baisses des taux d'intérêt avant qu'on ait plus de confiance par rapport à l'inflation. Et c'est pour ça que les marchés sont un peu frileux en ce moment, puisque ça fait, si vous suivez la chaîne depuis le début, même comme tout le monde, mais ça fait 4-5 mois qu'on price nous-mêmes et que le marché price une baisse des taux d'intérêt de la Fed, et du coup ça va être bullish pour les marchés financiers, pour les actifs à risque. Malheureusement, l'inflation connaît un léger rebond depuis quelques semaines et l'objectif principal de la Fed, c'est pas de baisser son intérêt, c'est de gérer l'inflation. Du coup, si l'inflation remonte, et là, ça change un peu le scénario et on peut se demander si, en fait, ce qui était prévu, donc le fait d'avoir 3 ou 4, je ne sais plus, baisse de taux d'intérêt, est-ce que ça va pas être différent et possiblement, est-ce qu'on n'en aurait pas moins? Parce que si on a une inflation qui rebondit, eh bien évidemment, on aura moins de baisse des taux d'intérêt et ce sera pas tout aussi bullish pour les crypto-monnaies par exemple. Ensuite, on a un article de Cryptost qui nous dit qu'une banque de Wall Street aurait contacté un mineur pour lui acheter ses bitcoins seulement 2 semaines avant le halving. Donc ça, j'avais vu la news passer sur Twitter aussi, où en fait, pour les institutionnels, le marché est assez illiquide, il n'y a plus assez de liquidité sur le marché, puisque eux, ils n'achètent pas 1 ou 2 bitcoins par 1 ou 2 bitcoins comme les plus chanceux d'entre nous le font. Ils achètent, j'imagine, des centaines de bitcoins, pas des centaines de bitcoins, quoi. Et du coup, sur les exchanges, même les exchanges institutionnels, du coup, il n'y a plus assez de liquidité pour les grosses baleines, et ils sont obligés d'aller demander aux mineurs de leur vendre directement les bitcoins qu'ils minent. Donc ça va être les fonderies, etc., toutes les grosses pools, pour accumuler leur BTC juste avant le halving. Et c'est une notion qu'on a déjà vue sur la chaîne, mais ça s'appelle un supply shock, ça s'appelle un supply shock. Donc nous on connaît cette notion là sur Bitensor puisque c'est à peu près la même chose, mais sur les exchanges il y a très peu de TAO puisque la majorité des TAO sont stakés à hauteur de 90% à peu près, et on peut voir évidemment pas d'une manière aussi flagrante, mais à peu près la même chose sur BTC où en final il y a tellement une telle demande, tellement de monde qui garde et qui n'a pas mis ses bitcoins sur l'order book, et que pour les gros acheteurs ça devient compliqué d'en acheter, et forcément d'un point de vue investissement c'est intéressant puisque ce qui est rare a de la valeur.
Ensuite, autre article, on a FTX qui avait vendu près de 2 milliards, alors je sais, là les chiffres sont un peu délicats, bon, ils sont près de 2 milliards de Solana, mais ils les ont pas vendus au prix du marché puisque c'était des Solana qui étaient bloqués. Donc c'est des Solana qui ont été bloqués avec une période de vesting de 4 ans. Donc comment ça se fait? Parce que FTX et SBF étaient très proches du projet Solana, ils avaient investi dès le début dans Solana et du coup ils ont gagné évidemment beaucoup d'argent dessus et ils ont beaucoup de fonds, donc plusieurs milliards de dollars. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont dû vendre. Donc là, le prix de Solana, je sais pas, il a combien, on va voir. Le prix de Solana, il est 180 $. Et du coup, eux, ils ont vendu leur Solana, il me semble, à 60 $. Si on le trouve ici, je ne sais plus. Ah non, à un discount de 63%. Je pense que ça fait vraiment pas loin. À cause de quoi? À cause de la période de vesting de 4 ans. C'est-à-dire que ceux qui ont acheté pour 1,5 milliard, 2 milliards de leur Solana, ils ne peuvent pas toucher à leur investissement avant 4 ans. Et qui sait ce qui va se passer dans 4 ans? Ça se trouve, Solana aura été déconnecté, ça se trouve, la blockchain ne marchera plus, etc. Donc, très compliqué de savoir, mais assez intéressant en tout cas que FTX ne soit plus autant derrière ce projet-là. Moi, mais du coup, j'ai eu tort, mais après, j'ai jamais été fan de Solana, mais un de mes principaux arguments, c'était celui-là. C'était que FTX était tellement gros dans Solana, et forcément, ils avaient des créances tellement énormes, que dès que tu auras besoin de liquidité, tu vas piocher dans les poches où tu as le plus de sous, et donc pour eux, c'était Solana, et là, c'est ce qu'ils viennent de faire, ils ont récupéré leurs dollars, et donc j'espère que ça va les aider à rembourser tous les créanciers. Si vous en faites partie, j'espère pour vous en tout cas. Niveau BTC et analyse graphique, je vais passer rapidement sur les graphiques les plus importants. BTC en daily, il se passe pas grand-chose, comme la dernière fois, il me semble, hein, on a fait un plus bas que le précédent, on est dans un range et là je vais vous dire ce que moi je préférerais qu'il se passe. Je préférerais qu'on range, on va dire entre pourquoi pas les 60 000 $ et les 75 000 $ pendant peut-être 2-3 mois et qu'on fasse des sortes de fake out à peu près partout et que le marché devienne chiant, à peu près comme il y a un an. Il y a un an, pareil, à cette période-là, on était autour des 25 000 $, il se passait plutôt rien. Et que pendant cette période-là, eh bien, les altcoins et Ethereum, donc c'est dans la vidéo, mais récupèrent des liquidités et que les investisseurs commencent à se désintéresser du BTC pour aller s'intéresser de plus en plus au large cap, à Ethereum, etc. Pour moi, ce serait mon scénario favori et je pense que graphiquement, même au niveau du timing, ça me semble plutôt parfait parce qu'il y a le halving qui arrive dans 2 semaines. À chaque fois qu'il y a eu le halving, il ne s'est rien passé pendant 4, 5, 6 mois après le halving. Donc niveau timing, ça me semble plutôt parfait. Niveau Ethereum, donc on est aux 3300 $. Ce qui est intéressant, c'est que sur le RSI, on est bien descendu. Donc là, c'est en daily. Il est moins important qu'en weekly, mais quand même, on était vraiment en surchauffe de fou sur le RSI en daily. Au niveau on était à plus de 80. Ça nous laissait encore un tout petit peu de marge, mais on était quand même très très haut. Et on a connu une jolie correction. On est passé de 4000 à 3100 de mémoire, à 3050. On est revenu en dessous des 50 sur le RSI en daily, pas en weekly. Et là, on est en train de faire une sorte de double bottom et on est vraiment revenu chercher beaucoup de mou sur le RSI. Donc ça déjà, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Deuxièmement, c'est sur le stochastic RSI. Donc pour les nouveaux sur la chaîne, les anciens, je pense que vous l'avez déjà vu. Enfin, les anciens, j'ai commencé il y a 3 mois, mais bon, vous avez capté. Les nouveaux, c'est simplement le RSI, mais qui va être beaucoup plus dynamique. Et c'est le mot, en gros, qui va être beaucoup plus dynamique. Okay, donc lorsque le RSI normal va monter de 10 points, on va dire, celui-là, il va aller de 0 à 100, par exemple. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on est plutôt bas. On n'est pas tout en bas comme on était ici. Ok, hop, je vais vous montrer. Ici, on était vraiment tout en bas et c'était le bottom parfait. Et là, on est revenu, on est quand même en dessous des 20. Donc, c'est quand même très intéressant. Après, on peut avoir une sorte de saturation vers le bas et continuer à chuter. Mais juste, ça ne va pas être un indicateur qui va nous pousser dans ce sens-là. Le stochastique RSI en dessous des 20, généralement, il y a un pump qui arrive juste après, même si dans certains cas, ça peut ne pas venir. Et niveau graphique, c'est absolument normal. Hein. Ici, vous avez vu, mais que pendant un mois, vraiment un mois, on n'a fait que monter. C'était doucement, on est monté tranquillement sur Ethereum, mais on a eu juste une grosse liquidation ici, mais on a fait que monter, donc là c'est absolument normal qu'on corrige, et même ce serait pas du tout délirant qu'on aille vraiment se reposer, qu'on perde 10% et qu'on aille trouver notre prochain support au niveau des 3000 $. Si on refait cette chose là, je pense que moi je prendrais un long sur Ethereum. Pourquoi? Aussi grâce ou à cause de ce graphique. Le graphique, c'est le Ethereum BTC, grâce au Ethereum BTC qu'on voit en weekly. On l'avait passé la dernière vidéo. Les dernières vidéos, on était sur ce niveau de support-là. Malheureusement, pour l'instant, on ne le tient pas. Alors, je dis pour l'instant parce qu'ici, on est en weekly. Donc, tout va dépendre de la clôture qui va arriver demain. Mais pour l'instant, si on clôture à ce niveau-là, on a cassé notre pattern à la baisse et ce serait plutôt bearish.
Mais moi je parie sur le fait qu'on fasse une bougie comme celle-là. Vous voyez en fait le corps de bougie est venu clôturer pile poil sur le support. Et en fait entre guillemets ça a juste été une frayeur. Et je pense que ça va être le cas également pour cette semaine-là, cette clôture-là. Puisque là on est venu se faire supporter par notre trendline vraiment beaucoup plus long terme, qui a commencé en 2019. On est en train de se faire supporter dessus. Et je pense que c'est graphiquement en tout cas, ça nous annonce un joli rebond et revenir réintégrer notre pattern un peu plus haut. Il y a ça et également, alors ça c'est un peu dans l'autre sens, mais ça va très bien avec une matière de théorie sur le timing. Donc là c'est le Total Market Cap, Crypto Total Market Cap 2, il me semble, avec ça 2, où il y a tout juste sauf BTC. Donc on voit qu'on a un lag par rapport au BTC, parce que BTC il est déjà à son ATH, ou il a déjà tapé son ATH, et il est très près de son ATH. Nous sur les cryptos, sur les altcoins on va dire, on n'est quand même pas tout près. On est quand même il nous manque un peu 50% pour rattraper le lag qu'on a eu par rapport à Bitcoin. Évidemment, si ça monte, logiquement la Bitcoin dominance devrait aussi baisser à condition que Bitcoin reste stable. Et du coup, ça rentre très bien avec nos scénarios où en fait on voit un BTC qui fait que range, et pendant ce temps-là, pendant disons 3-4 mois, ça peut vraiment prendre pas mal de temps, il y a peut-être que les altcoins peuvent monter tranquillement. L'idée, malheureusement, qui ne va pas dans ce sens-là, c'est que le RSI est aussi un surchauffe. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas aller répéter encore plus haut, mais idéalement, en fait, ce serait d'avoir un RSI au niveau des 50, comme le RSI daily qu'on a sur Ethereum. Et du coup là, peut-être qu'on peut range ou alors monter. Parce que ça existe, j'ai déjà vu des cours qui montent, mais un RSI qui se calme tranquillement. Si ça prend assez de temps et si c'est pas parabolique, on peut avoir un RSI peut-être qui vient tranquillement, idéalement, se retrouver les 50. Mais bon, pour retrouver les 50, il faudrait vraiment continuer à ranger comme le BTC et on pourrait pas monter. Et vraiment ici, repartir en période d'euphorie folle, comme c'était le cas. Pourquoi pas un peu ici, c'est ce que j'avais vu. Ici, on est vraiment sorti de notre zone d'accumulation. Et là, on est en train un peu de digérer tout ce qu'on a fait. Et c'était un peu le cas ici. Alors, désolé, je suis un peu plus lent sur ce ordi là, mais ici on avait connu un joli pump, et ici on avait connu pas mal de bougies rouges, on va dire une période très calme, une sorte de range pendant 2-3 mois, pour ensuite vraiment connaître la période de bull run que tout le monde attend impatiemment, où vraiment les bougies sont extrêmement grosses. Voilà pour les altcoins. Et niveau liquidation sur BTC, il y a un joli cluster au-dessus de 70 000, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais l'idée ça va être que durant les prochaines semaines, on fasse que liquider en dessous, machin, on fasse le yo-yo jusqu'à ce que le marché prenne une décision, et ça personne ne peut le prédire. Il y a un moment, le marché il va laisser des liquidations soit au nord, soit au sud, personne ne peut savoir pourquoi, mais tout ce qu'on sait c'est que dans la majorité des cas, les liquidations, les prix de liquidation se font toucher par le cours. Et dernier graphique assez intéressant, c'est Alephium, où graphiquement c'était parfait, mais le cours n'a pas aussi bien réagi uniquement grâce au graphique. C'était suite à l'annonce des ASICs sur Alephium. Les ASICs, c'est quoi, je rappelle? C'est des machines de minage qui sont construites uniquement pour certains algorithmes de minage. Donc en gros, les fabricants de machines de minage qui ont annoncé qu'ils avaient fabriqué, qu'ils allaient sortir des ASICs uniquement pour Alephium. Et du coup, eux, ils peuvent pas faire ça avec 10 cryptos par mois. Non, ils doivent choisir stratégiquement, ils doivent faire attention, ils doivent faire leur due diligence sur les très bonnes cryptos à qui ils vont offrir des ASICs. Et le dernier cas le plus connu, c'était Kaspa, où dès que c'est arrivé, le prix a connu une flambée inimaginable, parce que le minage s'est industrialisé, s'est professionnalisé, la difficulté de minage sur le réseau forcément a explosé, parce qu'en gros ça veut dire quoi? C'est les ASICs, ça coûte des dizaines de milliers de dollars. En gros ça veut dire que tous ceux qui minent du Alephium ou du Kaspa à l'époque, dans leur chambre ou avec leur petit rigs de minage, c'est fini pour eux. Là on passe vraiment du retail aux professionnels et aux industries. Mais généralement en gros c'est bullish pour le projet, puisque le réseau devient de plus en plus sécurisé, et derrière tu as des gros acteurs qui vont être bullish sur le projet. Du coup voilà pour Alephium, et voilà pour une vidéo assez complète sur à peu près toutes les news les plus importantes. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite un excellent samedi et un excellent week-end. Ciao ciao.